QAPA. Donc, juste comment on fait? À l'intérieur de la tête, il y a une représentation mentale. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, je ne veux pas faire l'exercice sur la mémoire, parce qu'on le verra après sur les croyances. On verra que tout notre psychisme est complètement structuré par des croyances. C'est pire que des tiges en métal à l'intérieur du béton armé. Et à quel point ça agit directement sur notre manière de travailler. Alors, là, je vais avancer un peu sur comment on fabrique, sur le modèle représentationnel dans la tête. Donc, ça c'est juste pour montrer, j'avais envie d'en parler un petit peu, qu'on se trouve toujours dans des milieux qui formulent des injonctions paradoxales. Et la recherche d'emploi en est une. Je prends l'exemple de l'école qui est là, parce que je donne des cours en hypno-apprentissage à des gamins. Maintenant, on commence à partir de 13 ans à leur expliquer tout ça, plutôt que de les balancer à l'école en disant tu dois être premier, donc on leur explique comment marche le cerveau. Et le petit exemple que je veux citer là, alors c'était le monsieur qui avait avant, qui s'appelle André Stern, qui n'a jamais été à l'école, et il pose cette question-là, il dit qu'est-ce que font des enfants quand on les emmerde pas? Ils jouent. Et si on les arrêtait pas, ils jouaient toujours. À un moment donné, il y a un truc qui s'appelle l'éducation nationale qui arrive, qui dit maintenant, il faut être sérieux, il faut arrêter de jouer. Or, le jeu est le meilleur moyen d'apprentissage que la nature nous ait foutu dans la tête. Il n'y en a pas de plus puissant. Vous voyez comment on peut se retrouver dans une injonction paradoxale. Et l'enthousiasme est l'engrais des connexions neuronales qui fait qu'on apprend facilement. Tout ce qu'on apprend par jeu n'exige aucun effort et aucune énergie. On est infatigable. Et à un moment, on se retrouve dans un contexte où on nous fait faire le contraire de ce qu'il faut par rapport à ce qu'on prétend nous faire faire. Donc, apprendre à reconnaître ces injonctions paradoxales, c'est assez important. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est une injonction paradoxale? Par exemple, on met des enfants à l'école pour apprendre. Le jeu est le meilleur dispositif. On est tous livrés en série avec ça. Ouais. Et on dit aux enfants, il faut être sérieux, il faut arrêter de jouer. Donc, sauf qu'on les prive de leur meilleur moyen d'apprentissage. D'accord? Une contradiction, quoi. C'est ça l'injonction paradoxale. Alors, ce monsieur qui est le spécialiste, le neuroscientifique le plus calé en cerveau, donne des cours sur les fondements cognitifs des apprentissages scolaires. Par exemple, là, il dit le cerveau apprend quand il fait des erreurs. D'accord? C'est le système d'apprentissage du cerveau. Le cerveau fait des erreurs, il corrige. Simplement, dans un contexte de l'école, attends, je finis, une erreur est associée à humiliation, échec, voilà. Donc, on est en train de punir, ce qui fait qu'un cerveau fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? La peur réduit les capacités d'apprentissage. Donc, à partir du moment où on lie l'erreur à l'humiliation, à la punition, à l'échec, on va avoir peur de l'humiliation, l'échec, voilà. Pareil, là, je vais vous donner un exemple concret. Le job que j'ai décroché dans ma vie, où j'étais surpayée par rapport à mon niveau, mais surpayée, c'est le jour où j'ai compris que les entretiens d'embauche, c'était comme des tests à répétition. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, les 10 premiers, je vais m'en prendre plein la gueule, je vais les planter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je voulais vraiment un job, je me suis dit, je ne vais pas commencer par celui-là. Je vais commencer par aller passer des entretiens pour des jobs un peu moins bons. Pourquoi? Parce qu'un entretien d'embauche, c'est de la répétition. Les 10 premiers, vous allez les planter. Mais en revanche, un truc qu'on ne fait jamais, c'est que quand on sort d'un entretien d'embauche, logiquement, il faudrait se mettre dans un café, ça coûte 2,50 €, et vous notez tout ce qui vous avez en tête, toutes les questions qu'on vous a posées. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Alors, par exemple, t'as fait quoi comme école? C'est quoi ton échec dans ton dernier boulot? C'est quoi machin? Je vous jure que c'est vrai, faites-le. Ça, je pense que ça rebondit sur ce que tu dis. Vous allez voir qu'au bout du 5e entretien d'embauche, ce sera toujours les mêmes questions. Toujours, parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que vous. Toujours les mêmes questions. Sauf qu'il faut en avoir fait 5 ou 10 pour commencer à être entraîné. Sauf que si vous sortez d'un entretien et que vous dites, bon putain, je l'ai planté, et que vous rentrez chez vous et que vous repassez, le deuxième, donc vous allez pouvoir en faire 50, ça ne servira à rien. En revanche, premier conseil, c'est un entretien d'embauche et un entraînement. Sachez que vous serez bon au bout du 10e, c'est normal. Mais il faut que vous appreniez. Donc il faut apprendre de ses erreurs. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je me suis dit, merde, pourquoi je les plante? Je suis pas plus bête qu'un autre, machin. Donc après, je sortais de l'entretien, j'allais dans un café, je notais toutes les questions. Et je notais ce que j'avais dit. Et là, je me disais, mais attends, ouais, c'est nul, quoi. Après, on s'en rend compte, vous voyez, quand on a l'œil froid, etc. Et ben, je peux vous jurer, à partir du 10e, j'étais une pro de l'entretien d'embauche. Une pro. Et le deuxième truc, c'est que j'avais moins peur. Pourquoi j'avais moins peur? Parce que j'étais entraînée. Donc, ouais, j'ai fait des conneries au début, sauf que je savais que j'allais les faire puisque je m'entraînais. Donc moi, j'arrivais, j'étais là, bon, attends,
Celui-là, j'en ai rien à foutre, je vais tester, je vais dire une grosse connerie pour voir comment il réagit, machin, etc. Au bout du 10e, j'étais payé 3 fois, quand je dis 3 fois plus que mon job d'avant. Donc 3 fois, ça faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais parce que j'étais devenue une pro. Et parce que non seulement j'avais appris des erreurs, mais je savais que les premiers, j'allais apprendre de mes erreurs. Et après, le deuxième point que tu dis, excuse-moi, mais c'est ultra pratique ça. J'avais plus peur. Parce que de toute façon, j'étais tellement entraînée, je connaissais tellement les réponses par cœur, qu'après, j'arrivais, j'étais détendue. Hein, j'avais le temps d'être jolie, je transpirais plus sous les bras, donc j'allais à peu près. Non, mais c'est vrai. Et j'arrivais. Et donc, le recruteur en face, il sentait quoi? Il sentait que j'étais. Ben voilà. Donc, il se disait, l'autre, là, c'est de quoi elle parle? L'autre, là, ils me font chier, il y en a 20, machin, mais elle va arriver dans la boîte, elle va les prendre comme ça. Voilà. Mais ça, quoi. Voilà. Le but du jeu, c'est de ne plus être la marionnette de ses ressentis, mais d'en devenir l'artisan. Exactement. Donc de comprendre cette espèce de syntaxe interne qui fonctionne de manière immédiate dès qu'on se raconte une histoire, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et donc c'est là où je voulais en arriver, mais ça rebondit. Non, mais c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe avec cette histoire qu'on se raconte? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et une fois qu'on a compris ça, on fait un énorme pas en avant. Alors, est-ce que ça marche? Je vais avancer un petit peu. Alors, dans quel sens ça va, ça? Vers l'avant, vers l'arrière? Vers l'avant. Ah, ça dépend. Ouais, moi là, je le vois vers l'arrière maintenant que tu l'as dit. Ah là là. Tout ça pour dire que l'attention, alors c'est là où je veux venir, l'attention, la conscience, elle est immatérielle, mais elle est mobile. On peut la déplacer. Vous pouvez faire là attention au bruit de mes pas sur le sol, mais vous pouvez faire aussi attention aux bruits qui sont en bas. Vous ne déplacez rien de matériel, mais c'est quelque chose de malléable et qui se déplace. D'accord ? Là, il y a une conscience externe et une conscience interne. La conscience interne, vous êtes en train de lire un gros bouquin qui vous passionne, vous êtes complètement dedans, quelqu'un vous parle, vous n'entendez pas, vous avez une conscience externe résiduelle. D'accord ? Et quelqu'un vous dit, je te pose une question, je ne t'ai pas entendu, j'étais dans le bouquin. À l'inverse, vous êtes en train de bosser chez vous, vous avez un examen le lendemain, on refait un parquet juste au-dessus de votre tête, il y a 15 000 coups de marteau par jour, vous avez une conscience externe qui est énorme et une conscience interne qui est résiduelle. Okay ? Ça raconte quoi? Que ça joue tout le temps à l'intérieur. Ça joue tout le temps et qu'on a intérêt à prendre un petit peu les commandes de ce truc-là, à le regarder, à l'écouter, à le comprendre, à le diriger. Okay? L'attention par rapport à ça. Il y a des gens qui connaissent cette vidéo. Alors, vous avez une équipe du basket et vous allez compter le nombre de passes que fait l'équipe, les blancs. D'accord? This is an awareness test. Les joueurs blancs, vous comptez le nombre de passes, ok? How many passes does the team in white make? Ça dure 2 minutes. The answer is 13. Ouais, 13. Ouais. But did you see the moonwalking bear? Mais quoi? Non. C'est quoi ce bruit? Voilà, il y a un singe. Alors ça raconte quoi ça? Ça raconte que l'attention, quand elle focus sur quelque chose, elle l'amplifie et on ne voit plus rien à côté. Qu'est-ce que c'est un problème? C'est une isolation dans une totalité. On a un petit machin, on fixe notre psychisme dessus et à partir de ce moment-là, ça grossit comme ça et on ne voit plus que ça. Donc on devient complètement obnubilé par le machin, la recherche d'emploi, le truc, le rendez-vous. Il n'y a plus de place pour le reste, il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus de malléabilité, il n'y a plus de contractions, il n'y a plus de respiration, je ne sais pas pourquoi il manque des mots. Donc le but du jeu, quand on comprend ça, c'est de remettre de l'eau pour que ça se dissole et pour pouvoir à nouveau décontracter. D'accord ? Il faut savoir que quand on fixe notre attention sur quelque chose, ça l'amplifie. Là, si je vous dis simplement, posez la main sur votre cuisse et sentez le contact de la cuisse sous la main ou de la main sous la cuisse, tu vas être capable de capter votre attention sur ce truc-là et les choses qui sont à côté vont prendre moins d'attention. Donc quand on est obnubilé sur un événement, sur une échéance, sur un rendez-vous important, ça prend toute la place. Quand ça prend toute la place, on perd des capacités intellectuelles et on perd des capacités de décontraction et d'aisance. Okay ? Alors, réalité et objectivité.
là, c'est un truc que je souhaiterais vraiment pulvériser ce soir, sur la fameuse vérité et sur la fameuse objectivité. Parce que ça va vous rendre libre, d'accord? Ça, vous voyez ce que c'est? Un ver de terre. Il n'a pas d'yeux, pourtant il naît, il bouffe, il se reproduit, il vit, il meurt. Il a sa réalité. Hein. Ok? Le chat, pareil, il a la sienne. Il est où? Ouais, il est là. La libellule, pareil. Le cheval, la chauve-souris, le dauphin, voilà. Il y a autant de réalités qu'il y a de systèmes perceptifs. Donc, on n'a accès à cette réalité que par une représentation mentale. Il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que tout est subjectif. À partir du moment où tout est subjectif, on est libre de se raconter une histoire. Quelqu'un qui dit, mais je te jure, c'est la vérité, il faut être objectif. C'est physiologiquement impossible. C'est qu'une histoire qu'on se raconte. Cette histoire, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir en termes énergétiques. Soit elle nous diminue, soit elle nous pousse. Alors, quand on fait l'histoire qui nous pousse, c'est ça qui nous intéresse. Okay, juste pour 2 minutes sur notre pauvre système perceptif de rien du tout. Nous, ce qu'on voit, c'est pas grand-chose. C'est entre les ultraviolets et les infrarouges, donc c'est juste cette petite bande-là. Ce qu'on voit ici. Tout le reste, on voit rien. Ce qu'on entend, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Avant, c'est pour l'éléphant, au-delà, c'est pour les chiens, le dauphin, etc. Donc nous, la manière dont ce qu'on voit dans la réalité, c'est juste cette fente-là. Tout le reste existe, mais ça ne nous concerne pas. Alors, j'ai utilisé ça, voilà, la réalité, et nous, ce qu'on voit, c'est juste ce petit machin-là, d'accord? Ce qui passe par les trous les fentes du haut. Donc, il faut abandonner l'histoire de réalité, l'histoire de vérité, l'histoire... Parce que c'est une impasse. En revanche, la subjectivité, la manière dont on se construit le récit qui va nous servir, là, on a un pouvoir qui est infini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ce que je raconte là? Donc on va aller plutôt dans la direction de l'histoire qu'on se raconte, et pas dans l'histoire de je vais te prouver que tu as tort. Vous voyez? Alors, juste, bon ça je vais avancer, bon simplement pour dire que c'est pas l'œil qui voit et l'oreille qui entend. L'œil perçoit des formes et le cerveau reconstitue l'objet. D'accord? Donc d'ailleurs la bougie elle est à l'envers au fond de l'œil, les deux hémisphères sont croisés, là vous entendez du bruit, et c'est votre cerveau qui à partir du bruit que fait ma bouche refait des mots, et à partir des mots refait du sens, et à partir du sens refait des sensations, des impressions, du ressenti, et ainsi de suite. D'accord? Donc nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est établir ce qu'on appelle de la métacognition. Pourquoi il nous manque des... La métacognition, c'est j'ai conscience d'avoir conscience. J'ai conscience d'avoir conscience de tous les mécanismes qui sont à l'œuvre, à l'intérieur de moi, à chaque fois que je me prépare à une échéance. C'est vraiment un boulot de sportif, c'est bien connaître comment fonctionne la machine. D'accord? Donc la métacognition, j'ai conscience d'avoir conscience. Il y a un exemple très simple, il me manque des mots là, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot sur le bout de la langue. Vous savez que vous savez, mais vous savez que vous ne savez plus, mais vous faites bien quelque chose que vous êtes incapable de décrire pour aller rechercher ce que vous savez, n'est-ce pas? Et quand vous avez un mot sur le bout de la langue, enfin, je ne sais pas si vous êtes capable de décrire ce que vous faites, vous commencez un certain travail mental, et puis à un moment vous abandonnez, et puis plus tard arrive la réponse. Le problème c'est que ça arrive souvent trop tard, quoi. C'est un peu comme, tu vois, c'est l'illustration du conscient et du non-conscient. C'est-à-dire que le conscient, c'est le serveur qui va porter la commande à la cuisine, il laisse le machin, le papier, derrière en cuisine il se passe des trucs, et puis après ça sonne, on te dit le plat est prêt. Mais c'est comme ça que ça va. Là, j'attire vraiment votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur du point de vue de l'inconscient. En fait, ce que dit Pagine, que même moi j'essaie d'appliquer à moi dans des cas très concrets de la vie, c'est qu'en fait c'est une question d'entraînement. C'est-à-dire qu'on parle là avec des mots qui peuvent paraître un peu compliqués ou pas d'ailleurs, mais c'est que moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout ce qu'on fait est vraiment un truc d'entraînement. Et en fait, ça prend de l'énergie, ça prend du temps de cerveau. Moi, je sais que quand j'ai des entretiens, par exemple, je m'entraîne, donc là maintenant, ça fait quelques années que je m'entraîne, mais je m'entraîne à utiliser certains mots, à m'interdire d'autres mots. Parce que dans le flux de la parole, on se dit tiens, le mec est plutôt sympa, on va se raconter, etc. Non, il ne faut pas. Et en fait, ce que tu dis pas, parce que mine de rien, c'est super dur, c'est une question d'entraînement, de savoir comment je vais me présenter, quels mots je vais utiliser, pourquoi je vais dire ça, pourquoi je vais m'interdire de dire ça. Encore une fois, un exemple concret, ce matin, j'étais avec des clients, et à un moment, ils me titillaient un peu, et je me suis surprise, parce que j'essaie de le faire, hein, j'y arrive pas tout le temps, il y a des moments où je sors d'entretien, de rendez-vous, je suis nulle. Ben moi, je me suis dit, bon, attends, pourquoi tu es là? C'est quoi ton objectif?
tu veux arriver à quoi? Donc reconditionne-toi là tout de suite, reconditionner c'est un grand mot. Remets-toi dans le bon truc parce que là tu vas planter l'entretien et finalement dans 2 heures tu vas avoir les boules parce que tu auras passé 3 heures avec des gens et puis tu n'en auras rien. C'est quoi ton objectif? Pourquoi machin? Donc si ton objectif c'est ça, ok, reconditionne-toi. Et en fait moi je me rends compte que c'est une question d'entraînement et ça prend du cerveau en permanence. Et je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, parce que le naturel reprend vachement le dessus. Mais utiliser quoi, je sais pas si c'est ça que tu veux dire aussi. Moi mais... je peux être un bémol, ça marche pour toi, c'est ta recette sur toi-même, mais ça marchera peut-être pas sur tout le monde. Ouais, t'as raison. Tu vois, donc là c'est la mode Marines, on y va, on fait 200 pompes tous les matins et puis à la fin ça passe. Oui, ça marche, mais peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc l'intérêt est d'aller se connaître et d'aller trouver les moteurs. On va parler un tout petit peu vers la fin de ce qu'on appelle les métaprogrammes, ce qui sont les engrenages qui sont en œuvre chez chacun et que quand on arrive à les reconnaître, ben, on utilise les bons. Moi j'ai eu une patiente comme ça, elle se faisait tirer de partout parce qu'elle avait un mauvais rapport à l'autorité. Donc, tu dois faire ça, ça ne marchait pas avec elle. Du coup, elle s'est retrouvée au chômage et elle se disait toute la journée, tu dois chercher du boulot. Vous voyez l'injonction paradoxale? C'est-à-dire qu'elle utilisait avec elle le seul truc qui ne marchait pas avec elle. Donc, on a intérêt à aller découvrir ses propres métaprogrammes. Les tiens marchent très bien, mais les tiens, ça sera peut-être différent, et ainsi de suite. Donc, ouais, triturer tout ça. Je finis sur le modèle représentationnel. Donc, j'insiste encore là-dessus, je radote, sur on a accès à la réalité que par la représentation que le cerveau s'en fait. Par exemple, voilà, vous voyez la plante qui est là, nous on croit qu'il y a une distance nulle avec le réel. Je vois la plante, ok? Ben non, il faut 100 millisecondes à la vitesse de la lumière pour que ça aille toucher votre rétine. Il y a 200 millisecondes de traitement par le cortex visuel à l'arrière de la tête, et il faut 300 millisecondes, c'est là où on pourrait discuter, hein, c'est le temps d'un clin d'œil. Est-ce que c'est long, pas long? Pour que toutes les régions du cerveau qui sont impliquées par le fait de percevoir ça codent ensemble pour le même objet mental, pour qu'il y ait l'embrasement de la conscience, que vous puissiez dire « je vois cette plante ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience c'est un phénomène tardif, il s'est passé plein de choses avant. Et c'est ça dont je veux vous parler là maintenant. C'est tout ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a même des neuroscientifiques qui disent que la conscience a autant d'utilité que le sifflet d'une locomotive, c'est-à-dire tellement c'est terminal. Donc nous on se dit des choses, mais il y a plein de choses qui ont été décidées avant. D'accord? Donc je passe là-dessus. Les biais cognitifs, on est bombardé de tous les côtés par des biais cognitifs. Je vous donne 2-3 exemples, je vous en ai donné un tout à l'heure. Le biais de la rareté, ben, il ne reste plus que 2 paires de chaussures. On connaît bien ça. Voilà, donc, l'aversion à la perte, c'est il vous faut 15 minutes pour aller à pied de chez vous à votre travail. D'accord? Puis vous prenez le bus, voilà. Puis le bus ne vient pas, alors vous allez attendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais comme vous avez déjà investi 15 minutes, vous n'allez pas partir à pied, vous allez rester pour attendre ce bus qui ne vient pas. C'est tout ce qui décide à notre place, et je crois qu'on y en a plus de 200. Et on est gouverné par ça à chaque fois. Donc, c'est comprendre que ces mécanismes agissent à notre insu et parfois à notre détriment. Okay? Donc, le conscient, c'est la toute petite partie de l'iceberg, et l'inconscient, c'est la partie ici, au fond, qui a beaucoup de masse et qui décide de beaucoup de choses pour nous. Pourquoi? Parce que, alors, je ne vais pas le dire comme ça, votre cerveau ne peut pas s'empêcher d'apprendre. Il apprend tout le temps. À quoi sert la mémoire? À vous sauver la vie. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'anticiper les conséquences de vos actes. Donc, face à une expérience, votre cerveau, il va se demander s'il n'a pas déjà traité, plutôt que de la retraiter. Parce que la traiter à nouveau, ça demande de l'afflux sanguin, de la consommation de glucose et du temps. Donc il va fonctionner par analogie. D'accord? Donc le cerveau, il apprend tout le temps. Donc il remplit cet inconscient. Tout apprentissage que vous faites va être transmuté plus tard en automatisme inconscient. C'est ce qui se passe par exemple dans la cigarette. D'accord? Alors, le cerveau doit fabriquer de la mémoire, il doit fabriquer de la satisfaction, parce que c'est un système de validation de vos actes. Donc c'est un système de survie. Un homme des cavernes tue un animal, il le bouffe, il est content. Un mathématicien pose des équations au tableau, il met un signe égal, ça tombe juste, il est content. Ça tombe pas juste, il n'est pas content, il continue de rouler. Satisfaction, mémoire et économie des énergies. Donc vous êtes tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Même quand vous ne le savez pas, vous apprenez. Et vous fabriquez des connexions neuronales en permanence. D'accord? Donc vous apprenez et ça devient des automatismes inconscients. Et ces automatismes inconscients, parfois ils sont très très forts. Je vais vous en montrer un. Alors, je peux vous en montrer un assez facilement. Bah, tenez, il y en a un là. Essayez de ne pas lire. Ok? Bon, c'est impossible. Pourtant, il y a un moment de votre vie où vous ne saviez pas lire. Et puis cet apprentissage est devenu un automatisme inconscient. D'accord? Donc, c'est ces automatismes inconscients qui vont
peut-être venir interférer pendant les moments de stress, alors qui vont même créer les moments de stress parce que vous avez déjà eu un échec quelque part et que votre inconscient qui est là pour vous protéger, il va ancrer que ce moment d'échec est un danger pour vous, et à partir du moment où vous allez affronter une situation qui ressemble à la première, il va vous faire avoir une réaction de recul pour dire « j'y vais pas ». Donc il va vous faire suer, il va vous faire trembler, voilà. Donc comment on sort de ça? En se racontant une autre histoire. Je vais vous donner un petit exemple là de lutte entre le conscient et l'inconscient qui est assez marquant. Vous allez tous faire du vélo? Ouais. Je vais vous le montrer. Je vous montrerai ça après. Les pilotes qui font de l'auto-hypnose. Vous allez tous faire du vélo, donc vous savez quand on tourne le guidon à gauche, la roue va à gauche, ça tourne à gauche. Quand on tourne le guidon à droite, la roue va à droite, ça tourne à droite. Le type que je vais vous montrer là, je vais le trouver là. Ah, je sais ce que c'est. Il a fait un vélo à guidon contrarotatif. Vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu. Donc, quand il tourne le guidon à gauche, la roue va à droite. Et quand il tourne le guidon à droite, la roue va à gauche. On en regarde juste un petit peu. Il va mettre 8 mois à faire de ce vélo-là. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do On it, regarde 2 right? minutes et après on But parle. I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Salmon. First attempt riding the bicycle. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Alors, il va Look, proposer there's $200 yes, à des gens pour faire 3 mètres en vélo. Can't do Et it. That's il not n'y the arrive case at pas. all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Alright, so, whenever you're ready. Yeah. No, you have to keep your feet on. Bon, je vais arrêter ça. Simplement, qu'est-ce que ça raconte? Que les gens savent ce qu'il faut faire, comprennent ce qu'il faut faire, veulent faire, et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils luttent contre des apprentissages qui sont devenus des automatismes inconscients. Et on est peut-être parfois confronté dans nos démarches de recherche d'emploi à ce genre de réaction. On a appris quelque chose, et puis d'un seul coup, c'est venu se ranger dans la partie inconsciente, et on n'y a plus accès. La question qu'on pose, c'est comment on se reprogramme.